Cyberpunk 2077, le plus grand flop du jeu vidéo? Si seulement vous saviez. Hello les Space Ghoulies, c'est Kyoshu qui vous parle. Alors, Cyberpunk 2077, le futur grand flop du jeu vidéo, seul le futur nous le dira. Mais aujourd'hui, je souhaite vous présenter 10 jeux vidéo qui ont été d'énormes flops. Et ces jeux vidéo sont carrément devenus cultes, comme le dernier qui a connu le plus gros flop et qui est donc connu comme flop à succès. Ces studios ont énormément misé sur ces jeux vidéo. Ils se sont révélés être d'énormes flops. Les ventes ont été tellement mauvaises qu'elles ont souvent entraîné et coulé le studio responsable de son développement. On va compter nos morts, je vous le dis. Alors on va déjà faire un sacré saut en arrière, accrochez-vous les jeunes. Le numéro 1, Mindstorm. Mindstorm, développé par le General Consumer Electric et intégré directement dans une console Vectrex. Le Vectrex aurait largement sa place dans un top de consoles qui ont fait des flops. Lancé par l'entreprise MB en 82, la console aurait pu cartonner grâce à son propre écran qui permettait de transporter la console où l'on voulait, et aussi grâce au jeu Mindstorm, une sorte de nouvelle version du célèbre Asteroids. Malheureusement, la Vertex est sortie en pleine crise du jeu vidéo, plongeant ainsi la console dans l'oubli et entraînant la fermeture de MB et la disparition logique du jeu. 1982 et 83, qui est une zone noire du jeu vidéo et du monde du jeu vidéo. Le deuxième titre sera Super Breakout, développé et édité par Atari. Après l'Atari 2600, en 1982, voit débarquer la nouvelle Atari 5200, qui bénéficie pour la première fois dans le monde du jeu vidéo d'un jeu au lancement, intitulé Super Breakout. Le jeu en lui-même, c'est un casse-briques qui n'a pas vraiment de défaut pour l'époque. Il va tout simplement souffrir des manettes peu ergonomiques de la console ainsi que la mauvaise réputation de celle-ci. La console se prend un violent flop et par conséquent, le jeu aussi est entraîné dans sa chute. On arrive dans les années 90 avec le troisième jeu qui s'appelle Dominion Storm Overgift. Développé par Seven Level et Ion Storm, distribué par Eidos, qui n'est pas un petit studio. Après avoir rêvé dans le gros titre de Doom, John Romero se lance en 1996 dans la fondation de son propre studio. Il va le nommer Ion Storm et s'attelle très vite à développer le titre Dominion. Dominion à la base existe comme jeu de stratégie en temps réel et il a été racheté par Ion Storm pour la somme de 1,8 million de dollars. Le projet étant déjà bien abouti, il aurait dû coûter environ un budget de 50 000 $ pour être terminé et aurait dû être achevé en l'espace de 3 mois. Malheureusement, pour plusieurs raisons, le projet durera finalement plus d'un an et coûtera des centaines de milliers de dollars à Ion Storm. Finalement sorti en 1998, Dominion est un beau succès au niveau de la critique, mais les ventes resteront à jamais insuffisantes au vu des efforts investis. On retrouve Ion un peu plus tard, toujours distribué par Eidos, avec le numéro 4, Daikatana. Encore là, le studio Nioh fait parler de lui. Annoncé en 1997, ce drôle de FPS reprenant la patte même de Doom n'est finalement sorti qu'en année 2000, après une production totalement chaotique. Il y a eu 5 chefs programmeurs, il y a eu des journées de 14 heures pour une équipe de à peine 20 personnes et un nombre important de renvois. Je suis viré! Rajoutez à cela une promotion un peu ratée, une sortie du jeu entachée par plusieurs bugs. Il s'est tout de même vendu à 200 000 exemplaires mais ne suffira jamais à sortir la tête du trou. Alors là les amis, on touche du caviar. Duke Nukem Forever, développé par 3D Realm, puis par Gearbox, édité par 2K. La production de ce jeu a commencé en janvier 97 et a duré jusqu'au 6 mai 2009. À cette époque, le studio 3D Realm a déclaré une faillite qui a été ensuite démentie. L'éditeur 2K attaque alors le studio en mettant en cause l'inaptitude du studio à remplir le contrat qu'ils avaient sur ce jeu. En 2010, Gearbox reprend le développement du jeu et sortira le jeu finalement en 2011. Le résultat est aussi chaotique que le développement, des critiques qui assassinent littéralement le jeu et seulement 300 000 exemplaires vendus pour ce jeu. George Lucas, vous connaissez ? On étouffe dans ce truc-là! LucasArts, un très gros studio du groupe Lucas. Numéro 6,
Grim Fandango. C'était une bonne idée de se lancer dans la production d'un jeu point and click basé sur la fête des morts au Mexique. Du moins, George Lucas et LucasArts y croyaient pleinement. Il alloue notamment un budget colossal de 3 millions de dollars pour la création de ce jeu. Problème, les retards de production font sortir le jeu plus tard que la date prévue et plus grave encore, complètement à côté de l'occasion de la fête des morts. Résultat, le jeu se vendra à 80 000 exemplaires en 5 années et poussera même LucasArts à fermer des studios de développement spécialisés par exemple dans le point and click. Le numéro 7 de cette liste, Age Beyond Mist. Sorti en 2003, le titre est le fruit d'un long travail de la part de Studio Cyan qui a travaillé dessus pendant 5 ans. Ils ont dépensé pas moins de 12 millions pour créer ce jeu. Autant dire que de la part de Ubisoft, le succès avait intérêt à être au rendez-vous. Malgré une bonne critique, les ventes n'ont jamais décollé. Cet échec entraînera littéralement la fermeture de Cyan World de la part de Ubisoft. Numéro 8, Hydro Studio. Développé par Pipeworks. My flowers are beautiful. Très bien, j'avoue. Your flowers are not beautiful. Édité par THQ, qui est aussi un gros studio connu. D'abord imaginé pour la Wii, il permettrait de jouer avec une tablette graphique spécialement pensée pour les consoles. Sur le papier, le titre a l'air d'un joli succès, à tel point que THQ se dit que celui-ci pourrait être décliné sur d'autres consoles, comme la PS3 par exemple. Tellement confiant, l'éditeur lance alors la production de 1,7 million de petites tablettes graphiques destinées à ce jeu. Une intuition qui s'avère une belle erreur, puisque la perte sera tout de même estimée à 80 millions de dollars. Un choc qui jouera énormément dans les fonds du studio et qui lui fera déposer le bilan en 2012. On revient avec des petits studios un peu moins connus et on va parler de notre numéro 9, The Last Express. Édité par Broderbund et Interplay, mais surtout porté par le tout jeune studio Smoking Car Productions qui souhaite un jeu avant-gardiste pour l'époque. The Last Express est un jeu en temps réel qui nous plonge en plein Orient Express. Paru en 1997, le titre compte derrière un coût de production de près de 6 millions de dollars. Mais après avoir alloué un tel coût de production, la promotion du jeu est tellement faible que le public passe tout simplement à côté de ce titre. Un résultat de 100 000 exemplaires vendus qui entraînera tout simplement la mort directe de cette jeune pousse qui était le studio Smoking Car Productions. Le 10e titre arrive et je vous ai gardé le plus célèbre des flops du jeu vidéo. E.T. l'extraterrestre, développé par Atari. E.T. l'extraterrestre a beau être le plus grand film de la carrière de Steven Spielberg et l'un des films cultes du cinéma, cela ne veut pas forcément dire qu'une adaptation vidéoludique sera couronnée de succès. Et en 1982, Atari l'appendra à ses dépens. Atari décide donc de jouer sur le succès du film et produire un titre reprenant la trame du long métrage. Et dans cette course, il ne laisse que 5 semaines à Howard Scott Warshaw pour développer le jeu. Ce qu'il réussit car il bouclera celui-ci avec un concept original dont il est l'auteur. Le jeu reçoit un accueil mitigé par la presse spécialisée. Il le juge destiné uniquement aux très jeunes enfants. Le jeu se vend bien au départ. Il totalise rapidement 1,5 million de copies écoulées, mais les joueurs n'apprécient pas le gameplay. Les ventes s'effondrent tout aussi rapidement et le jeu devient un échec commercial d'une très grande ampleur. Dans cet effet de vitesse, 4 millions de cartouches ont déjà été produites. Et 25 millions de dollars ont déjà été dépensés par Atari pour simplement obtenir les droits d'adapter le succès de Steven Spielberg. En septembre 83, Atari fait enterrer une grande partie de ses stocks dans une décharge au Nouveau-Mexique. L'événement redevient une espèce de légende urbaine qui sera malheureusement confirmée en 2014. Sur la fouille des lieux, les enfouisseurs mettront à jour même plusieurs cartouches du catalogue Atari. E.T. devient alors littéralement, suite à l'ensevelissement de ces cartouches, le symbole du crash du jeu vidéo de 1983. Fort de nombreuses critiques régulières le désignant comme le plus mauvais jeu de l'histoire entière du jeu vidéo. Résultat, une perte totale pour Atari de 536 millions de dollars.
Au vu de ce classement, autant vous dire les amis que les petits aléas de Cyberpunk 2077 ou de n'importe quel jeu à son lancement, je penserai à No Man's Sky, je penserai à tellement de jeux qui ont été critiqués à leur sortie parce qu'ils amenaient tel ou tel bug et machin et blablabla. Vous voyez, il y a eu des gros titres qui ont carrément tué des studios en complet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, laissez-moi en commentaire un Yes, E.T. c'est le meilleur, ou un E.T. maison par exemple. En tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Kyosho Aiki, au plaisir de vous divertir. Ciao! Non, en fait ça marche pas.